BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est le dernier jour de Batimat. On est triste, mais on est très heureux de vous retrouver sur le BTP Engagé, l'émission de Bâti Radio qui est là pour mettre en avant les pratiques des acteurs du BTP qui veulent avoir de l'impact sur la planète, sur leur société, sur leurs collaborateurs. Aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place et dérouler sa stratégie RSE avec deux entreprises du secteur de la menuiserie, de tailles différentes, mais c'est ça aussi le but de cette émission, c'est montrer que quelle que soit la taille, quelle que soit la maturité, la RSE est accessible à toutes et à tous et peut avoir un très bel impact à bien des égards. Je vous présente donc mes invités. J'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui Fabrice Guérin, directeur marketing et RSE de Helsia, le leader dans le logiciel de la menuiserie, et Christophe Klotz, qui est directeur... Bonjour. Pardon ? Bonjour. Ah bonjour, j'ai cru que j'avais écorché le prénom, mais non, c'est bien. On est donc avec Christophe, directeur RSE du groupe Liebo et de K-Line, entreprise un petit peu plus grosse qu'Helsia, qui compte 4000 collaborateurs, environ 860 millions d'euros de chiffre d'affaires, une fierté française également. Et donc, sans plus attendre, j'ai envie de vous demander comment vous allez tous les deux sur le finish de Batimat. Il ne reste plus qu'une journée. Comment ça va, Christophe ? Ça va très bien. Ouais, comment sont passés les premiers jours ? C'était énergisant. Énergisant parce qu'on croise évidemment beaucoup de monde. C'est une occasion fabuleuse de croiser nos fournisseurs et nos clients. En plus, nous, on a fait le choix d'avoir 4 stands. Wow. Parce qu'en fait, on a plusieurs marques et donc chaque marque invite ses clients. Et pour la toute première fois, en plus, on a un stand institutionnel, groupe Liebo. Oui. Pour vraiment la toute première fois. C'est un pari, mais qui réussit et on est super content. Ouais, génial. Du coup, j'en profite pour te demander ta présentation et la présentation du groupe Liebo pour ceux qui ne connaissent pas. Groupe Liebo, un groupe leader de la menuiserie en France, mais avant tout un groupe familial, vendéen, très fier d'ailleurs de ses origines, parce que la famille Liebo est vraiment elle est présente avec nous tout au long de l'année dans nos actions. On est présent dans 6 pays et on fabrique dans 4 différents pays. On est très implanté en Espagne, en Allemagne maintenant depuis 1 an et en Pologne également. Très bien. Et ton rôle et qui tu es ? Moi, je suis le directeur RSE du groupe Liebo et de K-Line, qui est un peu notre vaisseau amiral et de très loin. Et mon rôle depuis maintenant 1 an et demi, puisque c'est un choix stratégique de l'entreprise d'avoir une personne dédiée à plein temps à ça, c'est d'aider à la transformation, on va dire, de l'entreprise de l'intérieur, mais aussi avec tous nos partenaires. En fait, c'est un alignement de plein de choses qui se font déjà, avec beaucoup de bon sens, simplement peut-être le formaliser un petit peu plus. Tout à fait. On va évoquer ce sujet. Effectivement. Et toi, Fabrice, comment vas-tu sur cette fin de Batimat ? Je vais très bien. On a passé un excellent Batimat. Ça a commencé fort, ça continue fort. Un grand cru. Un grand cru, exactement. Très bien. Tu peux te présenter Helsia ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Fabrice Guérin. J'ai rejoint Helsia il y a 1 an et demi comme directeur marketing et RSE. Helsia, c'est un éditeur de logiciels dans le monde de la menuiserie. On travaille à la fois avec les fabricants d'un côté et les revendeurs installateurs de l'autre. On est éditeur du logiciel bien connu ProDevis, donc un logiciel de chiffrage et de devis pour les revendeurs installateurs. On est une entreprise de 250 personnes qui existe depuis 25 ans, originaire de la région lyonnaise, avec des filiales à Tarbes et en Belgique. Donc voilà, on est une jolie PME du secteur de la menuiserie, qui est un secteur très sympa. D'ailleurs, on est très content de ces événements où on peut justement reconnecter avec nos clients. Donc c'est toujours très agréable de revenir à Batimat. Ouais, on l'attendait tous, il faut se l'avouer, et ça va être long d'attendre encore 2 ans. Du coup, merci à tous les deux vraiment d'être là. J'ai envie de vous demander quels sont les grands axes de votre politique, de votre stratégie RSE, s'il y a 2-3 gros objectifs que vous avez, sur lesquels vous pouvez communiquer.
Oui, alors nous on a une stratégie assez classique, j'ai envie de dire, sur les 3 piliers principaux de la RSE, donc le bien-être des collaborateurs, l'environnement et l'accompagnement de nos clients, l'accompagnement responsable de nos clients. Donc historiquement, Helsia a toujours été très sensible au bien-être des collaborateurs par la sensibilité de ses dirigeants. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours bien travaillé. Ensuite est venu l'environnement depuis 7-8 ans à peu près. Et puis là, on se concentre vraiment sur nos clients. En fait, on a participé à la Convention des entreprises pour le climat en 2023. Donc ça nous a permis vraiment de bien réfléchir, prendre du recul sur nos stratégies RSE. Et ce qui est apparu de façon évidente, comme on est une société de service, on n'a pas une empreinte carbone majeure. C'est pas là, enfin même si on fait des efforts évidemment pour la réduire au maximum, c'est pas là où on a le plus d'impact. Comme on est une entreprise qui connecte vraiment les différents acteurs de la menuiserie, là où on pourra être le plus impactant, c'est vraiment sur le partage de bonnes pratiques, la communication, comment faire collaborer ces différents acteurs, en particulier les revendeurs-installateurs, qui sont souvent des plus petites structures, avec peut-être moins de maturité RSE. C'est comment les embarquer justement pour avoir un impact positif sur le monde, puisqu'on est quand même dans le monde du bâtiment, il y a une empreinte carbone importante, donc comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler à ce niveau-là? Oui, je crois que vous avez 40 000 utilisateurs menuisiers. Exactement. Rien que transformer tous ces clients-là qui vont transformer leurs collaborateurs aussi, c'est comme ça qu'on peut avoir un très bel impact. C'est vraiment notre gros challenge, c'est là où on veut aller. Quelques métriques, quelques objectifs alignés avec ce plan? Alors aujourd'hui, en termes de métriques, on a surtout travaillé sur la partie donc bien-être des collaborateurs. On l'a mesuré avec des labels comme Happy at Work, par exemple. Oui. Sur lequel on travaille depuis 7 ans. Donc on a des très bonnes notes à ce niveau-là. On a vraiment réussi à embarquer nos collaborateurs à la fois. Et c'est vraiment un bel outil en termes de marque employeur pour recruter et fidéliser. Donc on mesure leur satisfaction. On les écoute également quand ils sont moins satisfaits pour justement mettre en place des plans d'action à ce niveau-là. On a fait notre bilan carbone, bien sûr. Donc on a aussi des actions à ce niveau-là pour atteindre les objectifs de réduction un peu classiques. On a beaucoup travaillé sur la mobilité, puisque, comme je disais, on est une entreprise de service, c'est surtout la mobilité domicile-travail ou les visites chez les clients qui génèrent un impact carbone important. Donc là, on a beaucoup travaillé sur le forfait mobilité durable. On l'a rendu particulièrement attractif chez Helsia. Par exemple, on donne 10 € par jour et par aller-retour à chaque salarié qui vient avec un moyen de mobilité douce. Je peux venir en vélo, moi aussi. Tu peux. Et en 8 mois, on a mis ça en place en octobre 2023. En 8-9 mois, on avait multiplié par 5 les salariés qui venaient en vélo, en trottinette. C'est quoi le pourcentage des collaborateurs aujourd'hui? C'est 55%. Wow. Sur le site de Brignais, à côté de Lyon. C'est beau. Notre site principal. Donc ça commence vraiment à être impactant, sachant qu'on est en banlieue lyonnaise, donc c'est un vrai effort. Hein. On n'est pas dans le centre de Lyon. Donc venir en vélo, surtout en vélo électrique, c'est devenu presque une habitude pour une bonne partie des salariés d'Helsia. Donc ça, c'est une vraie réussite, on en est très fiers. Écoute, bravo. Merci beaucoup, Fabrice. Christophe, de ton côté, quels sont les axes de votre politique et les indicateurs et objectifs que vous êtes fixés? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'analogies entre, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais le fait d'être un leader, chacun dans son domaine, donne aussi une responsabilité un peu particulière. C'est une opportunité, mais encore faut-il franchir le pas. Alors, sans surprise, un groupe industriel, il se concentre avant tout sur son impact environnemental. Donc le choix qui a été celui du groupe Liebo et de ses filiales a été, avant d'élargir la RSE au volet sociétal, on va dire, de se concentrer d'abord vraiment sur des questions environnementales. Et sans surprise non plus, il y a 2 axes principaux. C'est évidemment comment on s'attaque à notre niveau et à notre échelle au dérèglement climatique, donc là c'est l'impact carbone. L'autre côté, c'est l'économie circulaire, parce qu'on est un fabricant et qu'il y a beaucoup de matière qui est traitée, transportée, avec des fins de vie, etc. Donc il y a toute une réflexion assez nouvelle, et Dieu sait que le monde du bâtiment est très en retard par rapport à d'autres univers. Donc on a, de ce point de vue-là, je pense qu'on est très en avance du point de vue environnemental. La partie, on va dire, plus sociétale, je dirais pas sociale, parce que il y a beaucoup de gros bon sens dans ce qu'on est en train de se dire. On est en France, dans une entreprise, alors qui plus est familiale, très proche de ses collaborateurs, donc leur santé, leur bien-être, c'est central, mais depuis toujours. Donc après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le volet sociétal, dont on reparlera peut-être après, c'est plus nouveau. C'est prendre conscience de quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Si je reviens juste à la partie strictement environnement, on parlait de métrique, c'est 250 000 tonnes
équivalent CO2 par an. On a refait notre bilan carbone l'an passé. Vous le faites à quelle fréquence? Aujourd'hui, on a fait 2 fois, ce qui permet, disons, de se faire la main avec des collaborateurs qui sont vraiment devenus vraiment experts en la matière. Là où c'est intéressant, c'est que ça nous a donné envie maintenant de franchir un cap en faisant l'acquisition d'outils qui va nous permettre vraiment de piloter la décarbonation. Oui, au quotidien, pas attendre tous les 2 ans, tous les 3 ans de faire le bilan. Voilà. Qui plus est, lorsque vous le faites, vous mettez des semaines, voire parfois des mois, à faire quelque chose de très pointu. Oui. Et lorsque c'est terminé, forcément, c'est déjà faux. Puisqu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Lorsqu'on a fait l'acquisition d'un outil, je ne veux pas faire de publicité pour... Oh, tu peux le faire, c'est bien, c'est non, je ne peux pas. Ok. C'est cette capacité non seulement à avoir la photographie à un instant donné, mais en plus à embarquer ces collaborateurs qui ont des idées, et de plus en plus, pour faire leur part dans la décarbonation, mais qui se disent, je ne sais pas quel pourrait être l'impact. Donc on injecte cette bonne idée, ou pas bonne idée d'ailleurs, dans l'outil, avec son prix, et on a tout d'un coup une sorte de nébuleuse d'idées, de possibilités dans lesquelles on va pouvoir choisir. Le principal étant, et ça c'est vraiment le but, c'est de se dire, pardon, année après année, je veux progresser dans ma décarbonation, je vais choisir ça, puis ça, puis ça, puis ça comme action, et ne pas se disperser non plus complètement. Donc c'est fin, mais on est au début vraiment de l'aventure. Hein, voilà. Vous avez des objectifs à un certain terme de réduction de X il y a déjà, donc depuis 2019-2020, l'entreprise s'est dit on va s'engager dans les accords de Paris. La trajectoire, alors qu'on est un groupe industriel, et on l'a dit, nous, l'essentiel de notre impact carbone vient de nos matières premières. Tout à fait. L'aluminium, par exemple, chez Caline, c'est plus de 40% de l'impact global de l'entreprise. Si vous rajoutez après le verre, etc., c'est colossal. Comment on peut avoir un impact? Donc, voilà, c'est là où la réflexion a démarré. Mais l'objectif qui a été pris, c'est de se dire, on y va. On se fixe cette vision d'être une entreprise de très haut niveau et de faire notre part. Et sans savoir comment on va le faire au moment où vous prenez la décision. Déjà, là, il faut l'impulsion. Voilà. Vous avez la vision, après vous fixez des objectifs, vous plantez, vous faites des trucs, et puis après on avance. Pour l'instant, on tient la trajectoire à 2030, peut-être 31-32. Oui. Après, il faut être très sincère, celui qui vous dit, moi, à 2050, je sais exactement, point par point, tout ce que je vais faire. C'est pas le but, c'est un cap. Et le cap, on ajuste après, hein, que ça soit économique ou RSE, c'est tout. Et il y aura des ruptures dans les têtes technologiques, on ne sait pas. Mais il va se passer des choses évidentes pour avancer et accélérer. Tout à fait. Donc, j'ai envie de vous demander à tous les deux, quelles sont les difficultés, les freins que vous avez rencontrés et surtout comment vous les avez relevés, parce que voilà, tout le monde a envie de s'engager plus, mais le frein c'est de se dire ah oui, et si ça se passe comme ça, ou alors ça en prend trop de temps, est-ce que c'est vraiment la priorité du moment? Vous, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment vous les avez relevés? Je pense que le frein principal pour une grande partie des sociétés qui font de la RSE, pour en discuter avec d'autres responsables RSE, c'est d'embarquer les salariés souvent. C'est une démarche qui est très très souvent initiée par les dirigeants. Et sans le sponsoring des dirigeants sur ce type de démarche, c'est compliqué. Donc ça, c'est le problème principal, je pense, parce que tout le monde, c'est pas parce qu'on a décrété qu'on serait une entreprise engagée dans les RSE que tous les salariés vont du jour au lendemain devenir engagés eux-mêmes, parce que les salariés sont le représentant de la population, hein, donc tout le monde n'est pas sensible à ça aujourd'hui ou conscient de ce qui se passe. Donc on a un vrai sujet de sensibilisation autour de ces sujets-là. Nous, comment on l'a adressé? On l'a adressé en mettant en place plusieurs types d'activités ou d'événements aussi autour de la sensibilisation. Par exemple, on organise la journée des familles depuis plusieurs années chez Elsia. La journée des familles, c'est une journée où on ouvre les portes de la société aux familles, aux salariés, à leurs enfants, leurs conjoints. Et en fait, on organise des ateliers avec des associations de notre région qui viennent justement parler d'environnement, parler de biodiversité, parler d'eau, mais de façon tout à fait ludique. Donc ça permet à la fois d'embarquer les salariés et leurs familles, mais vraiment dans un angle
pas du tout moralisateur, vraiment sur, voilà, on vous apprend de façon ludique ce qui se passe. Et on vous apprend à mettre en place des actions au niveau individuel. Là, on n'est pas vraiment dans l'entreprise, on est vraiment sur l'individuel. Et ça fonctionne toujours très bien parce qu'on est dans la convivialité et c'est quelque chose. Et dès qu'on a des enfants, évidemment, c'est aussi très sympa. C'est un super retour d'expérience parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et de se dire, pour toucher les collaborateurs, on va les toucher directement avec leur famille. Je trouve ça hyper intéressant. Donc ça fonctionne bien. On fresque aussi tous nos salariés. Ils ont tous fait la fresque du climat. On l'anime en interne. On organise également des relais, des personnes maintenant qui savent animer la fresque, ça c'est génial. Donc on a effectivement investi sur des salariés qui sont engagés à ce niveau-là. On a aussi mis en place ce qu'on appelle des éco-ciné, donc à l'heure du déjeuner, dans notre salle de déjeuner, on projette de temps en temps, entre midi et 2, des documentaires justement pour sensibiliser les salariés. Donc ça prend pas plus de temps que l'heure du déjeuner et ça permet là aussi d'une façon un peu différente d'approcher ces sujets-là. Donc la sensibilisation, c'est vraiment un gros sujet justement pour essayer d'embarquer ceux qui au départ n'étaient pas forcément concernés ou se sentaient pas concernés. Et on travaille beaucoup là-dessus. De la signalisation d'entreprise aussi. Effectivement, on a mis en place un groupe qui s'appelle EcoMood, donc exactement, de salariés qui ont envie d'en faire plus que les autres, qui sont porteurs justement, qui sont ambassadeurs de la démarche RSE au sein de leur service. Donc la RSE, ça ne s'arrête pas à ceux qui sont payés entre guillemets pour ça, c'est également relayé par les salariés qui sont les plus motivés par porter le message. Ok, génial, retour très intéressant sur l'engagement collaborateur. Toi Christophe, quel a été le plus gros challenge et comment vous l'avez surpassé? Je veux juste rebondir, tu as raison d'expliquer que la sensibilisation des collaborateurs est importante pour les faire bouger, mais aussi pour les faire adhérer à des décisions d'une direction. Pourquoi? Mais parce que tout d'un coup, il y a un truc qui tombe, c'est du top-down. On va faire ça. Vous devriez faire ça. Il y a deux façons de réagir. Soit je me dis, encore un truc de la direction, d'où ça sort, c'est pas dans mon contrat de travail. Non, c'est pas ça. Mais ça peut aller jusque-là. Ça sent un petit peu, pas le greenwashing, mais enfin c'est pour faire peut-être bien. Inversement, si la personne est sensibilisée, elle va le recevoir, elle dit enfin. Ou c'est du bon sens, j'ai compris parce que je suis sensibilisé, donc ce qu'on me demande de faire, je le fais avec plaisir. Et ça retouche au bien-être des salariés, au plaisir de travailler, etc. Plutôt que la contrainte ne fonctionne pas sur ces sujets-là. Tout à fait. Voilà. Nous, alors, j'ai presque envie de dire, l'interne, c'est absolument capital. Dans un groupe industriel, j'aimerais parler plutôt de notre écosystème. C'est un gros mot, etc. Avec un exemple très simple qui est assez presque caricatural dans le monde de la menuiserie. Il paraît qu'il y a du verre dans les menuiseries. Bon, aujourd'hui, discussion avec l'ADEME, discussion avec les éco-organismes. Quand on fait vous prenez n'importe qui dans les allées, vous dites à votre avis, on recycle combien de verre plat bâtiment pour refaire du verre plat bâtiment? Bon, les pourcentages vont circuler. Il y a encore quelques années, on était à 2%. Parfait. 98% partaient je ne sais où. Aujourd'hui, on peut espérer être à 4%. Alors l'État impose, heureusement, maintenant de la marche forcée, mais ok, arrêtons-nous un instant là-dessus. Comment je fais pour bénéficier le plus rapidement possible de ce verre plat recyclé? Chacun, dans la boucle, aura fait sa part. Tout à fait. J'ai reçu Christine Rioglas, un très beau fabricant de verre. Elle disait, mais vite, trouvons la solution pour avoir le verre, parce que nous, c'est 50% d'énergie en moins pour faire du verre avec du verre recyclé, quoi. C'est ça. C'est colossal. Mais pour le faire, il faut ce qu'on appelle des calcins, il faut du verre, etc. Mais d'une certaine qualité, pas pollué, etc. Mais encore faut-il l'avoir. Donc encore faut-il que celui qui va démonter, c'est-à-dire le poseur ou l'artisan qui rénove, ait le réflexe, et de plus en plus, quand je dis le réflexe, une évidence de démonter proprement, de le poser sur un rack pour le démanteler. Encore aujourd'hui, certains se disent, bon, comme à l'ancienne, on va le balancer dans les DB. C'est une ineptie. Donc, à un moment, quand on commence à prendre ça un petit peu de haut, comme ça, vous regardez l'ensemble, vous dites, mais chacun doit jouer son rôle. Et s'il y en a un qui ne joue pas son rôle, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où le leader a un rôle extrêmement important, c'est de l'expliquer, d'aller voir ses clients, d'aller voir ses fournisseurs, d'aller voir les clients des clients, d'aller voir les fournisseurs des fournisseurs, de jouer son rôle d'aiguillon,
mais avec bienveillance, pas stigmatisant, en disant tu dois faire ça parce que mon impact carbone est de temps et j'ai besoin de toi pour réduire mon impact carbone. Non, c'est juste, c'est du bon sens. Voilà, et alors, c'est très intéressant. Ici, on a la vision, voilà, le challenge, c'était l'interne. Là, tu nous parles d'un challenge d'écosystème, de chaîne de valeur. Comment vous faites aujourd'hui pour aider, accompagner la transformation, le changement des habitudes des installateurs ou des fournisseurs? On parlait de la fresque du climat qui est effectivement développée et déployée à grande échelle également chez nous. Moi, je me souviens très bien de séquences qui ressemblent un peu à ça avec des clients artisans. Ou voilà, avec un de nos réseaux, vous les mettez dans une grande salle, la lumière s'éteint, et vous balancez 3 minutes d'un film très clair, avec la voix off de Jean Covici, et au bout de 3 minutes, la lumière s'allume, les gens vous regardent en disant « Ah merde, quand même !» Ça calme. Ça calme. Ils le savent. Voilà. Et après, vous dites « Mais moi, je vous balance pas ça pour vous stigmatiser, etc. On est tous dans la même barque. Maintenant, peut-être que toi, à ton échelle, tu peux faire quelque chose. Et moi, je peux t'aider. » Et tout d'un coup, le regard change. Le partenariat est différent. L'aide qu'on lui apporte, c'est un service qu'on lui apporte. Et ça change tout, ça change absolument tout. Et c'est presque hors business. Vous voyez, tout à fait. C'est fin, c'est quelque chose de vraiment subtil. Alors on touche c'est un exemple, il y en a d'autres des comme ça. Tout à fait. On a fait un super épisode avec Jean-Benoît Zachary, un de vos clients qui est extrêmement engagé. Je vous invite à aller le voir, vous verrez tous les bénéfices qu'il en retire. Il fait ça par conviction, mais derrière, il y a des retours très positifs pour sa société et bien évidemment pour l'impact environnemental. J'ai envie de vous demander à tous les deux quel est l'apport, les bénéfices les plus importants de vos actions RSE dans l'entreprise. Pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, moi ce que j'aime beaucoup dans la démarche RSE, c'est les relations qui changent justement entre les acteurs du marché. Moi, quand je contacte un client pour parler RSE, on ne parle pas de business. Ouais. Ça change vraiment la relation, on est vraiment plus dans le collectif, dans la collaboration, dans une démarche vraiment d'améliorer la société qui sort du quotidien et des relations business habituelles. Et ça, moi, je trouve ça hyper positif parce que de toute façon, l'impact qu'on veut donner, il passera forcément par la collaboration, par un travail collectif, altruiste aussi, où on sort justement des schémas classiques économiques. Donc pour moi, ça crée aussi un lien différent entre les acteurs de la menuiserie, que ce soit petits ou grands. Ça, c'est quelque chose que je trouve hyper positif et hyper appréciable justement dans ce qu'on réussit à créer avec cette démarche qui n'existait pas il y a quelques années. Hein. Ça change vraiment on co-construit, on fédère quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand et qui est pour les générations futures. Après, nous, ce qu'on travaille aussi, et un de nos objectifs, parce qu'on est une entreprise qui continue à grandir, donc on n'est pas dans la décroissance, entre guillemets, c'est de se dire que ce qu'on veut, c'est qu'un salarié chez Helsia ait une empreinte carbone professionnelle plus basse qu'il ne pourrait avoir dans une autre société, dans un business équivalent. Donc le métrique qu'on a mis en place, c'est ça, c'est de dire, voilà, demain, tu viens travailler chez Helsia, avec toutes les actions qu'on aura mises en place, tu pèseras moins en carbone que ce que tu peux faire ailleurs. Et c'est par cette métrique-là, j'ai envie de dire, qu'on... Vous benchmarkez par rapport aux acteurs du secteur, et c'est ça votre... du secteur de l'édition de logiciels. Du secteur de l'édition de logiciels, de votre métier. C'est ce qu'on essaye de faire, donc... ça permet parce qu'on est une entreprise qui grandit, qui absorbe aussi d'autres sociétés. Donc ce qu'on veut faire, c'est que quand on achète une autre société, que les salariés qui nous rejoignent rentrent dans cette démarche-là et qu'on puisse avoir un impact positif à ce niveau-là. Ok. Et donc, quel est l'impact? Comment vous mesurez les retombées positives de votre démarche RSE au sein d'Helsia? C'est assez difficile à mesurer. Donc... ça va être, comme je disais tout à l'heure, le nombre de personnes, de salariés qui viennent avec un moyen de transport durable. Ça va être le nombre de participants à nos événements de sensibilisation. Ça va être également... Alors, on a mis en place également un collectif au niveau local. Donc là, on sort du monde de la menuiserie. C'est vraiment, on essaye d'embarquer les entreprises qui sont autour de chez nous, dans notre communauté de communes, pour les embarquer dans notre démarche RSE, puisque les achats responsables, par exemple, ça fait partie des sujets importants d'une démarche RSE.
Donc on va rencontrer les petites et les grandes entreprises de notre région, de notre localité, pour justement leur expliquer un petit peu notre démarche, leur donner envie, les inspirer si possible, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc on a vraiment créé ce collectif-là, parce que l'ancrage territorial est aussi un sujet important. Donc l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de sociétés qui nous rejoignent. Donc on a commencé petit à 2, et puis petit à petit, là, on arrive à 8-10 sociétés qui sont autour de chez nous. Et on se rencontre régulièrement et on parle justement de ces sujets-là pour partager les bonnes pratiques. Donc un des objectifs, c'est aussi pas seulement le monde professionnel, le monde de la menuiserie dans lequel on travaille, mais c'est également notre territoire. Très bien. Merci Fabrice. Et toi Christophe, comment vous mesurez l'impact positif de vos actions? Est-ce que vous le sentez sur l'engagement collaborateur, sur le turnover des salariés ou même dans les relations fournisseurs ou clients? Il y a une notion que j'aimerais bien partager, c'est la notion du temps long. Oui. On n'est pas à l'année. C'est-à-dire que je ne veux pas faire, par exemple, un questionnaire en décembre d'une année, le refaire l'année d'après et puis mesurer. Voilà. Dans nos mondes à nous, dans notre métier à nous, et notamment dans cet écosystème que j'ai décrit tout à l'heure, on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus long. C'est subtil, hein, c'est pas... On peut très bien travailler en ce moment avec des gens, leur passer des messages et ne rien mesurer pendant 2 ans. Et brutalement, ça va devenir une évidence. Ce qui compte, c'est le résultat à long terme. Les enjeux qui sont devant nous, d'économie circulaire, d'extraction de matières premières et de climat, c'est pas à l'année, c'est sur des dizaines d'années. Bien sûr. On s'inscrit dans le temps long et les efforts de maintenant, on peut pas... Très sincère, on peut mesurer, on mesure des choses, évidemment. Voilà. Mais je préférerais dire, ne soyons pas là-dessus. Investissons dans la relation, etc. Mais investissons aussi dans des outils pour permettre d'atteindre ce qui est le plus important. Je prends juste un exemple qui, pour nous, est absolument majeur. C'est si ce qui est le plus important, c'est la décarbonation et que ça passe forcément par un usage massif de produits recyclés. Parce que pour nous, le réemploi, c'est très compliqué dans le monde de la menuiserie, on y pense, mais c'est très compliqué. Ça veut dire comment je peux avoir de l'aluminium décarboné, de recyclage. On ne le trouve pas sur le marché à la hauteur à laquelle on devrait le trouver, pour plein de raisons. Et d'où la décision du groupe d'investir dans une fonderie, c'est un truc complètement fou. Ah oui, nous sommes des menuisiers, et nous allons avoir en janvier-février prochain notre propre fonderie d'aluminium, avec tout ce que ça veut dire. Donc là, la grande fierté, elle est là. C'est de dire, je prends ma part, mais à un niveau stratosphérique. J'investis dans la première fonderie aluminium bas carbone de France. Et on nous regarde, comme l'ADEME nous regarde, nous accompagne. Enfin, c'est beau, c'est magique. Ça montre que voilà, jusqu'où la démarche, quand on la suit, sa politique, à changer ce métier, à faire évoluer son métier. Ouais. On en parlait avec Somfy hier, qui vont vers plus de serviciels, augmenter la durabilité, le cycle de vie chez les clients pour éviter de changer et donc se transformer aussi sur des nouveaux métiers, des nouveaux services. En fait, c'est ça si on veut atteindre les objectifs. Et si, vous voyez, en termes d'influence, vous allez voir dans les mois qui viennent, l'ADEME va sortir un MOOC de 2h30 pour inciter les grosses PME, les ETI, à franchir le pas et à s'engager vers l'évaluation ACT. Nous faisons partie, enfin le groupe Liévaux fait partie des 6 ou 8 sociétés en France à avoir été invités à témoigner et apporter le push. C'est une super fierté pour nous et c'est une vraie reconnaissance. On ne va pas le mesurer en monnaie sonnante et trébuchante là, dans les mois qui viennent. Mais c'est notre rôle, quoi. Et à un moment, c'est dans la tête. Je suis un leader, je me dois de le faire. Je ne dois pas calculer, je le fais. Ouais. Ce qui compte, c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce qui arrive est absolument cataclysmique. On est bien d'accord. Un mot de la fin sur la RSE pour peut-être donner envie à certains d'en faire plus. J'ai envie de vous demander à chacun un mot de la fin sur le sujet et peut-être nous dire où on peut encore vous retrouver sur Batimat pour ceux qui vont voir l'épisode dans les prochaines minutes. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment enthousiasmant. Moi, j'adore discuter avec d'autres responsables RSE, directeurs RSE. C'est hyper énergisant parce que c'est un travail qui n'est pas facile. C'est compliqué d'embarquer la profession, d'embarquer les salariés, de vraiment changer un peu le mindset justement par rapport à ces sujets-là. Donc, moi, j'adore ce métier et j'espère justement embarquer un maximum de salariés dans cet état d'esprit. Donc allez-y. Il ne faut pas hésiter, je pense.
ça se fait se lever le matin. Nous, on a de plus en plus de candidats qui viennent parce qu'ils voient ce qu'on fait, qui voient nos valeurs, qui voient nos actions. Nous, on ne communique que sur ce qu'on fait. On ne parle pas de stratégie, on ne dit pas ce qu'on fera demain parce qu'on ne sait pas si on le fera. Par contre, on communique juste pour être inspirant, pas pour donner des leçons, mais on communique juste sur ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi ou pas d'ailleurs. C'est important de partager également les échecs pour éviter que les autres les fassent. Mais c'est quelque chose qui contribue aussi à la marque employeur, hein, donc ça fidélise, ça permet de se différencier aussi d'un point de vue purement business, j'ai envie de dire. Donc c'est important dans cette période où c'est compliqué de retenir les talents ou de les attirer. Oui, je suis d'accord avec toi, il faut communiquer pour inspirer. Mais communiquer de façon responsable. Exactement. Donc moi je suis marketing et RSE, donc le marketing responsable c'est vraiment ce qui lie les deux métiers. C'est vrai. Et je pense que c'est crucial de le faire parce qu'il faut être vrai. Très bien. Elsia, on peut vous retrouver où sur Batimat ? Hall 6, stand F44. Bon, super. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été là. Et Christophe, alors ton mot de la fin, je sais que tu es passionné par le sujet. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire, mais le mot responsable, j'adore ça. Le mot, on est juste une entreprise responsable. Voilà. Si on est une entreprise responsable, on est attirant. On a envie de nous rejoindre et chez nous, là où nous sommes basés, aux Herbiers en Vendée, attirer les talents, c'est un vrai challenge, quoi, parce que nous sommes un peu loin des grands centres urbains, donc il faut travailler ce volet-là. Mais encore une fois, et puis on voit l'enthousiasme des étudiants qui, quand ils viennent nous rejoindre, souvent il y a un décalage entre la première fois qu'ils viennent et ensuite quand ils se rendent compte de la réalité vu de l'intérieur, à la fois de la simplicité, mais ça, c'est un peu l'ADN de la boîte, et de l'engagement vrai. Et pas il n'y a pas de surpromesse, c'est juste, ok, on fait notre part, et puis voilà, on essaye d'être au top, quoi. Et effectivement, nous aussi, on peut nous rejoindre, mais nous, c'est dans le hall 4, et on peut partager avec beaucoup de monde sur d'autres initiatives. Westalu fait un truc sympa, qui s'appelle Cyclium, c'est une espèce d'offre justement circulaire. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit par exemple de ce type d'offre, mais qui est dans le monde de la façade. Mais voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Tout à fait, ça sera peut-être l'occasion de faire un autre épisode tous ensemble sur la thématique. En tout cas, retenons une chose, c'est faisons notre part, chacun à notre niveau, et puis on arrivera à atteindre les objectifs pour faire ce monde meilleur dont on rêve tous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Merci pour votre fidélité à suivre le BTP Engagé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.